Bonsoir à tous et bienvenue sur 20 Minutes TV. Nous sommes en direct pour le débrief info. Ce soir, un focus, une fois de plus, sur une actualité de notre région, une actualité aujourd'hui qui va toucher la France entière. Et oui, vous le savez, nous sommes dans le mois des fiertés, la marche des fiertés d'ailleurs est dans quelques jours, samedi 29 juin. Vous allez pouvoir vous aussi déambuler si vous êtes en Ile-de-France et pouvoir justement vous aussi proclamer toutes ces valeurs de la différence. Alors justement, vous tombez bien, on va approfondir le sujet. Restez avec nous pour le débrief. Fonder une famille n'est pas toujours chose facile pour les couples hétéros, mais encore moins quand on est un couple homosexuel ou un couple LGBTQIA+. Aujourd'hui, on s'y intéresse et pour en parler, Romain à mes côtés. Romain, vous êtes un papa qui a eu la chance de l'être via le GPA, la gestation pour autrui. Une aventure pour le moins complexe, j'imagine, et vous allez nous en parler. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de me recevoir. Bonsoir. Alors Romain Taillandier, vous êtes papa depuis déjà 10 ans. Vous avez un petit garçon. Déjà, qu'est-ce que ça fait d'être papa? C'est incroyable, surtout quand on est homosexuel et qu'on se dit peut-être au début de son homosexualité qu'on ne pourra pas fonder une famille et pouvoir fonder sa famille ensuite, c'est extraordinaire, c'est génial. C'est intéressant ce que vous dites et ce que vous commencez par dire, c'est-à-dire quand on est homosexuel, on se dit qu'on ne pourra pas fonder une famille. Est-ce que c'est une prise de conscience que l'on a dès le départ et quelque chose qu'on va forcément, à laquelle on va renoncer? Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il existe quand même des solutions pour pouvoir devenir papa. Néanmoins, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui reste un poids pour cette société. Oui, alors peut-être qu'on a 20 ans maintenant et qu'on est homosexuel, on peut se dire tiens, je peux peut-être fonder ma famille, mais moi j'ai presque 40 ans, donc il y a 20 ans c'était moins facile, il y avait moins d'exemples de couples homosexuels avec des enfants. Ça évolue, mais très lentement malheureusement. Alors justement, on va revenir à l'origine, parce que vouloir un enfant, c'est une chose quand on est un couple hétérosexuel, mais quand on est un couple homosexuel, c'est une décision qui est prise à deux, c'est une décision qui est prise et lourde de sens, tant pour le couple que pour la société. Comment vous est venue cette envie d'avoir un enfant? Alors je pense que j'ai toujours voulu avoir un enfant. Ensuite, il faut trouver aussi la bonne personne pour fonder sa famille. J'ai trouvé la bonne personne, mais à ce moment-là, on se dit mais comment faire? C'est ça la vraie question, c'est ok, on voudrait avoir un enfant, donc il y a plusieurs options qui ne sont pas simples, et il faut commencer par essayer d'avoir des informations. Et c'est là où on est un peu face au mur, en se disant ok, mais où est-ce qu'on trouve les informations? Qu'est-ce qu'il faut taper sur Internet? Et alors moi, mon fils a 10 ans, c'était il y a 10-12 ans, c'est déjà compliqué maintenant, mais à 10-12 ans, c'était, il n'y avait rien. Exactement. Donc c'est impossible. Ou il faut aller voir ailleurs qu'en France. Quand vous dites il n'y avait rien, est-ce que pour vous l'adoption c'était pas une solution? Alors l'adoption, il y a 10 ans pour les couples homosexuels, il y a même 12 ans quand on a commencé à faire les recherches, c'était pas possible. Maintenant c'est possible, donc ça c'est bien, c'est une avancée. Bien sûr, il faut quand même recontextualiser les choses, parce que le mariage pour tous, ça existe depuis 11 ans seulement, donc il y a 12 ans à peu près, le mariage homosexuel n'était pas reconnu, en tout cas n'était pas possible. Donc c'est vrai qu'il y a eu une avancée déjà depuis 10 ans, en effet. Il y a eu une avancée. Aujourd'hui c'est possible, Néanmoins, alors l'adoption, ça peut être un cheminement qui est compliqué. Oui, il y a déjà qu'on soit hétéro, homo, en couple ou célibataire, c'est un parcours du combattant. Il y a très peu d'enfants qui sont adoptables. Donc, en général, les couples hétéros sont privilégiés, mais il y a même aussi beaucoup de couples hétéros qui voudraient adopter un enfant et qui ne le peuvent pas, parce qu'il n'y a pas assez d'enfants. Donc malheureusement aujourd'hui, même s'il y a beaucoup d'enfants dans le besoin qui pourraient être adoptés, le système, c'est aussi une paperasse administrative assez importante, ne permet pas à toutes les personnes qui voudraient adopter un enfant de pouvoir le faire. Alors il y a des exemples, heureusement il y a des belles histoires, mais c'est quelque chose qui est très long et qui aujourd'hui aussi on arrive souvent vers un mur parce qu'à partir d'un certain âge, on ne peut plus adopter des nourrissons, on ne peut plus adopter des enfants en pleine santé, et donc malheureusement, en général... C'est-à-dire qu'il y a énormément de petites contraintes, en tout cas de cases à cocher, j'ai l'impression, et finalement, c'est une solution que vous avez peut-être mis de côté. Alors ensuite, vous avez pensé tout de suite à la GPA ou pas du tout? Oui, alors...
parce qu'on avait fait des recherches et parce qu'on avait des amis en fait qui avaient fait une GPA, qui vivaient en France, qui avait une petite fille qui avait 7 ans à l'époque. On s'est dit, bah tiens, ça c'est possible. Il y a quelque chose qui est possible. En l'occurrence, c'était aux États-Unis et on a fait des recherches aux États-Unis. On s'est même déplacé aux États-Unis pour aller rencontrer des professionnels de la GPA, mais alors un univers complètement inconnu. Et on s'est rendu compte, en Californie notamment, la GPA est autorisée maintenant depuis 40 ans, donc c'était possible et que personne ne nous jugeait sur ce sujet aussi. Alors, ce qui est quand même incroyable, c'est que vous avez dû délocaliser pour aller trouver une solution ailleurs, parce qu'il faut le rappeler quand même, parce qu'en France, la GPA n'est toujours pas permise. C'est une méthode donc, de gestation par autrui, donc ça veut dire tout simplement que c'est une mère porteuse qui porte le bébé pour vous. Donc l'idée, c'est pas d'avoir un bébé qui est déjà né, c'est d'avoir un bébé qui va naître, dont on va d'ailleurs suivre la grossesse, etc. Donc vous avez dû délocaliser pour pouvoir le faire, et après c'est tout un cheminement, il faut trouver la bonne maman aussi. Alors c'est long, ça dure 2 ans. Oui, 2 ans. Ouais, en moyenne 2 ans, donc c'est quand même plus rapide qu'une adoption, mais c'est quand même long et c'est un long process. La GPA, comme elle se voit aux États-Unis, il y a toujours 2 personnes qui vont nous aider dans ce parcours. La donneuse d'ovocytes, qui va donner ses ovocytes et son patrimoine génétique, et ensuite la mère porteuse qui va porter son enfant. C'est séparé pour que la mère porteuse, la personne qui porte l'enfant, n'ait pas d'attachement à l'enfant et que ensuite légalement, les parents d'intention puissent avoir des papiers avec leurs 2 noms sur un certificat de naissance. Et c'est exactement ce point que vous soulignez qui pose problème en France. En tout cas, c'est un sujet qui est vraiment controversé, la GPA en France. On va regarder tout de suite un reportage qui vous explique en quelque sorte pourquoi est-ce qu'en France, on ne le permet pas. Aujourd'hui, la GPA est interdite en France, et ce n'est pas le seul pays européen à aller dans ce sens. On peut citer par exemple l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie ou encore le Luxembourg. Et à l'inverse, les pays qui autorisent la gestation pour autrui sont nombreux. On compte par exemple le Danemark, les Pays-Bas, l'Albanie, la Géorgie, la Grèce, le Canada et certains États fédéraux américains par exemple. Cette méthode par laquelle un couple qui ne peut pas ou ne veut pas porter un enfant et passe donc par une tierce personne pour en assurer la grossesse est interdite en France par la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain avec l'article 16-7 selon lequel toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Depuis, plusieurs exemples de tentatives de GPA ont été annulés par la Cour de cassation et ce même lorsque ce recours a eu lieu à l'étranger. En 2008, par exemple, la Cour s'est opposée à la transcription sur les registres de l'état civil français d'actes de naissance établis en Californie pour 2 enfants nés à l'issue d'une gestation pour autrui. Dans le pays des droits de l'homme, le sujet fait toujours débat et certaines personnalités politiques n'ont pas hésité à affirmer leur position, comme Clément Beaune, alors ministre des Transports en août 2023, ou encore Sarah El Haïry, actuelle ministre déléguée en charge de l'enfance, de la jeunesse et des familles, qui a quant à elle déclaré vouloir préparer un débat sur la GPA en France. Moi, je souhaite qu'on sorte de l'hypocrisie. Je souhaite simplement que la préparation de notre pays à avoir un jour ce débat puisse se faire parce que oui, donc pourquoi il y a pas des enfants, un jour à l'issue d'un vrai débat. Ouvrir un débat, mais bien sûr, et c'est sain et c'est serein. Ces enfants vont bien, ils ont des parents qui les aiment, il faut les protéger et je serai à leur côté. D'après un sondage IFOP de 2022, les Français n'ont jamais autant soutenu la légalisation de la GPA. 75% d'entre eux seraient pour une légalisation en faveur des couples hétérosexuels et 59% pour les couples homosexuels. Il y a une phrase qui m'a donné des frissons. Cette femme qui dit « Ces enfants, ils grandissent bien, ils ont des parents qui les aiment ». Au fond, c'est ça l'intérêt. C'est ça, c'est tellement un parcours du combattant pour avoir des enfants via une GPA qu'on le fait si vraiment on a un désir d'enfant et pour le coup, c'est ce qui est le plus précieux pour nous ensuite. Donc, on les aime, nos enfants. Et vous l'aimiez déjà, votre fils, déjà pendant 2 ans avant même de l'avoir. Vous avez dû choisir une maman, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Comment ça se passe, le choix de la maman ? Donc, aux États-Unis, il y a des profils de donneuses d'ovocytes qui sont proposés, qui ont fait des entretiens génétiques, psychologiques, médicaux pour assurer que tout va bien. Et on choisit sur une base de données avec plusieurs profils. Alors, on choisit quoi concrètement ? Si elle est blonde, si elle a les yeux bleus, si elle a fait des études ? On a des photos et en général, on choisit sur des critères physiques. Les psychologues conseillent de choisir une donneuse qui nous ressemble, qui ressemble aux parents, pour que l'enfant puisse s'attacher aussi aux parents. Alors, on l'a dit tout à l'heure, vous avez dû délocaliser, on l'a compris à travers ce reportage, que dans certains pays, c'est légal. Donc quand ça a été fait dans un pays légalement et qu'on revient en France, on peut très vite régulariser la situation, si je comprends bien.
Alors, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Et ça a beaucoup changé. Ça change, c'est très politique, donc ça change à chaque fois qu'il y a une nouvelle majorité éventuellement. Aujourd'hui, ce qui peut se faire, c'est on a toujours un certificat de naissance du pays d'origine avec les 2 parents. Quand on revient en France, on ne peut pas le retranscrire directement. C'est pas possible. Donc, il y a 2 possibilités. Soit un parent retranscrit partiellement, parce que ça on peut le faire. Donc, on retranscrit un certificat de naissance avec un parent. Et le deuxième parent fait une adoption, parfois même l'adoption de son propre enfant, parce qu'on aide aussi des couples hétéros qui vont donner chacun leur gamète, où là il n'y a pas de donneuse d'ovocytes, et c'est juste une tierce personne qui va porter l'enfant parce qu'ils n'ont tout simplement pas d'utérus. Donc ces gens-là adoptent leur propre enfant. Ou alors, et là ça dépend des départements, on peut retranscrire ce qu'on appelle le jugement de filiation du pays d'origine, et ça du coup ça permet d'avoir directement un certificat de naissance français avec les 2 parents. Mais c'est très compliqué, je ne sais même pas si c'est compréhensible. Je comprends, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de paperasse, j'imagine, beaucoup d'administratifs. Il faut s'accrocher aussi à tout ce parcours du combattant. Et vous, c'est ce que vous avez fait. Alors, vous avez choisi cette maman, vous avez réussi à le faire. Donc, il a fallu rester aux États-Unis pour non, alors le la process. Non, on n'a pas besoin de rester aux États-Unis. On a un contact direct avec la mère porteuse, donc qui porte l'enfant pendant toute la grossesse. Donc nous, c'était sur Facebook. On s'envoyait des messages tous les jours. À chaque fois qu'il y avait une échographie, elle nous envoyait des photos. Maintenant, parce que ça fait 10 ans, c'est une amie et je la vois régulièrement. Vous êtes restés en contact ? On conseille à tous les parents d'avoir un contact avec leur mère porteuse, tout simplement pour expliquer à l'enfant, à nos enfants, d'où ils viennent. C'est important pour eux qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui nous a aidés et que nous, c'est simple, Elliot, notre fils, il était dans le ventre de notre mère porteuse. Et ça, il peut le comprendre du coup. Alors, nous, on le comprend très bien, votre fils le comprend très bien. Maintenant, au sein de la société et au regard de la société, on peut tous se demander comment est-ce que votre fils appelle sa mère biologique, si je peux le dire ainsi. Alors, de nouveau, il y a une donneuse d'ovocytes et une mère porteuse. Donc la personne qui l'a porté, c'est pas sa mère biologique. Il n'y a rien qui a été transmis, il n'y a aucun patrimoine génétique transmis par la mère porteuse. Mais la mère porteuse, il l'appelle tout simplement par son prénom. Il n'y a pas de maman ou quoi que ce soit. Et la donneuse d'ovocytes, notre fils sait qu'il y a une donneuse d'ovocytes, mais il a 10 ans, donc il ne comprend pas encore. On a aussi la possibilité qu'il la contacte s'il souhaite la contacter. Ça d'ailleurs, c'est dans la GPA que j'essaie de protéger, c'est d'avoir éventuellement des contacts avec la personne qui va donner ses ovocytes et la personne qui va porter l'enfant. Alors, il y a un autre aspect dont on ne parle pas assez souvent et qu'il faut quand même évoquer parce que tout ça, ça a un coût. Je ne parle pas du billet d'avion, évidemment, ça a un coût, mais bien plus que ça, c'est cette mère porteuse. Ça coûte combien ? Alors, ça dépend des pays, mais aux États-Unis, les mères porteuses sont dédommagées entre 30 et 40 000 $. Et elles sont dédommagées à chaque mois de grossesse. Donc, ce n'est pas une somme comme ça qui est réglée. Ça leur permet de vivre leur grossesse, en fait. Alors, bien évidemment, c'est là où il y a le débat. Mais il faut se poser la question, si on n'aime pas être enceinte, est-ce qu'on accepte ça ? Est-ce que c'est finalement une grosse somme d'argent pour le cadeau qu'elles font à ces parents qui ont besoin, de fonder leur famille ? C'est en effet le débat. C'est vrai que si un jour c'était possible en France, et certains pays le font comme ça, où c'est gratuit ou quasi gratuit, ça peut être une bonne idée, mais il faut quand même pas que cette grossesse coûte quelque chose à la personne qui porte l'enfant. Voilà, au moins payer les notes du médecin, payer peut-être la nourriture et les petites choses pendant la grossesse, c'est quand même important. Absolument, je suis entièrement d'accord avec vous. Néanmoins, c'est vrai que c'est très très cher. En tout cas, vous avez dû débourser à l'époque, on le rappelle, c'était il y a 10 ans, une énorme somme. Une grosse somme. Il faut le dire, tout le monde ne peut pas se payer ce type de prestation. Entre guillemets, j'appelle ça une prestation parce que c'est ce que c'est. Quand il y a une transaction. Bien sûr. Aujourd'hui, au regard de la société française, donc votre fils, vous l'avez élevé en France, il est parti à l'école française aussi. Oui, alors maintenant je vis aux États-Unis, mais au début de sa vie, il était en France. Je suis pas mal de couples qui ont des enfants en France. C'est pas facile, ça dépend aussi où on habite. Mais oui. Si on est à Paris, on a plus de chances d'avoir d'autres enfants dans la même situation dans la classe. Si on est dans un petit village en province, c'est plus compliqué. Mais je pense, et vous l'avez montré dans le sondage, que les gens sont quand même de plus en plus ouverts et que ça les gêne pas et qu'ils peuvent comprendre. Et aussi, c'est ce que je dis toujours à mon fils, toutes les familles sont différentes. Parfois on a une seule maman, parfois on a un seul papa, parfois 2 mamans, parfois 2 papas, un maman et une papa. C'est ça la différence et on peut être très heureux comme ça aussi.
En tout cas, ce sont des belles valeurs que vous inculquez à vos enfants. D'ailleurs, je vous invite, vous aussi, à prôner ces valeurs pendant la marche des fiertés. Je fais un petit rappel, ça ne coûte rien et en même temps, c'est bien parce que vous allez vous aussi peut-être pouvoir un peu vous amuser et surtout tout simplement en parler de cette façon à vos enfants lors de la marche des fiertés. Ce sera ce week-end à Paris et donc la possibilité, encore une fois, d'ouvrir un sujet à la maison parce qu'on rencontre effectivement de plus en plus d'enfants dans les écoles qui sont dans ces situations-là. En l'occurrence, j'imagine que pour vous, les premiers instants à l'école, bon, peut-être pas la crèche, la maternelle, ça va encore, mais l'école primaire, quand on prépare des cadeaux pour la fête des mères, comment ça se passe ? Alors, heureusement, on a des maîtresses et des maîtres qui sont incroyables et qui font attention et qui, même s'il y a certaines peut-être exceptions, mais font attention à nos enfants et vont prévoir peut-être un cadeau pour les grands-parents ou pour, je sais pas moi, quelqu'un d'autre dans la famille qui compte et qui est une femme pour la fête des mères par exemple, et pour la fête des pères avoir 2 cadeaux, donc ça c'est plutôt chouette. Mais pour revenir à la question, très tôt, nous à 2 ans et demi, il est revenu de la crèche et il nous a dit « Pourquoi j'ai pas de maman ?» Donc c'est pour ça que c'est important d'expliquer dès qu'ils sont tout petits, même s'ils ne comprennent pas toujours leur histoire, parce que ces questions, elles vont arriver. Et les enfants, s'ils ont une réponse qui est claire, ils ne vont pas argumenter, ils ne sont pas là pour ça, ils vont dire « Ah ok, parce que j'ai 2 papas et que c'est comme ça. » Donc c'est important d'en parler, même si on a un couple hétéro et qu'on a des enfants, pour les ouvrir aux différences et se dire que oui, c'est possible que des enfants aient 2 papas ou 2 mamans. C'est très beau ce que vous dites et c'est très très juste. Le plus tôt sera le mieux. Ne pensez pas peut-être que vos enfants sont trop jeunes pour pouvoir leur expliquer. Qu'est-ce que vous pourriez, vous, dire à toutes ces personnes qui voudraient faire le même chemin que vous, mais qui n'osent pas aujourd'hui ? Alors, regardez ce qui est possible à l'extérieur de la France. Battez-vous éventuellement pour faire changer les choses en France, parce que ce serait ça, le but ultime, c'est que ça puisse être possible en France. Malheureusement, aujourd'hui, je sais que le gros problème, c'est le coût, parce que autant un couple hétéro a un enfant sans avoir à dépenser quoi que ce soit, pour une GPA, c'est plus compliqué. Les GPA qui sont possibles pour les Français, elles sont plutôt en Amérique au sens large, donc Canada, États-Unis, Mexique, Colombie, Argentine. C'est les pays qui proposent éventuellement des GPA. En Europe, ce n'est pas possible, puisque par exemple aux Pays-Bas, il faut être de nationalité des Pays-Bas. Il y a beaucoup de pays comme ça où la GPA est possible, mais seulement pour les personnes qui habitent dans le pays. Donc faire bouger les lignes, se battre et essayer un jour de pouvoir rendre ça possible en France, même si je pense qu'il y a beaucoup de boulot encore. Mais est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, même en 2024, on puisse le vouloir, mais pas oser au regard des autres ? Ah bien sûr, bien sûr. Déjà, c'est ce qu'on se disait au début, c'est l'acceptation d'être homosexuel, d'être en couple, de pouvoir se marier et ensuite d'avoir des enfants. C'est récent, c'est 11 ans. Donc il y a un travail déjà psychologique à faire. Donc je peux comprendre qu'on n'ose pas. Mais il ne faut pas se décourager et si on est heureux avec quelqu'un, ou même si on est célibataire, parce que c'est aussi ouvert aux personnes célibataires. Alors justement, c'est bien que vous en parliez parce que souvent il y a des personnes qui sont donc homosexuelles ou LGBT, bref, qui tout simplement souhaitent avoir des enfants. La GPA est une solution, même à l'étranger quand on est seul, parce qu'en France, on sait que c'est pas possible la GPA, mais l'adoption, c'est très compliqué aussi quand on est seul. Ailleurs, c'est possible. C'est totalement possible. On ne discrimine pas l'orientation sexuelle ou le statut matrimonial, donc des personnes célibataires. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a plein de papas célibataires qui ont eu des enfants grâce à GPA et qui sont très heureux comme ça. Donc oui, c'est possible. Il ne faut pas se décourager quand on est célibataire aussi. Ouais. C'est un bel espoir en tout cas. Donc écoutez bien, entendez bien si vous aussi vous avez envie, vous êtes dans la possibilité. Et puis encore une fois, la GPA, c'est pas uniquement pour les homosexuels qui souhaitent avoir un enfant ou toute personne issue de la communauté LGBTQIA+. C'est également pour les couples hétéros qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui souhaitent eux vraiment avoir ce parcours de gestation par autrui. Oui, et qui souvent, parce qu'ils ont une condition, parce que la personne ne peut pas porter un enfant. Il y a beaucoup de femmes en France qui ne peuvent pas porter un enfant pour des raisons X ou Y, comme l'endométriose, ça peut être par exemple une raison. Et malheureusement, il n'y a pas de solution pour ces personnes. Donc exactement. La GPA est la solution. Mais merci en tout cas de nous avoir apporté votre regard, Romain Taillardet. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Merci. On ne parle pas assez de ces expériences de vie qui sont très touchantes d'une part, mais aussi qui nous inculquent des valeurs
d'égalité, de tolérance, de respect. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que ce week-end, c'est la marche des fiertés. Oui, on compte sur vous sur 20 minutes TV pour y être. Allez, à demain pour un nouveau débrief.